toujours sur Pourcy, ce que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, c'est que là, on est sur un sédiment qui a été calibré. Alors, calibré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai tamisé le sable. Hein. Au départ, c'est un sable brut, dans lequel on va prélever un certain volume brut, alors brut ou tamisé déjà sur place. Et une fois que je l'aurai récupéré à la maison, une fois qu'il sera bien sec, alors il y a deux possibilités qui s'offrent, mais là, ça vaut pas vraiment la peine. C'est de le laisser bien sécher et ensuite, on va le calibrer avec différentes mailles. Différentes mailles de tamis, plus ou moins grosses. Et là, on est dans un calibrage qui est d'un tamisage de l'ordre de 4 à 5 mm. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de loupe. C'est tout à fait observable à l'œil nu, ce qu'on appelle l'œil nu, c'est-à-dire pas de système de vision binoculaire ou trinoculaire ou même des optiques encore plus grosses. On peut le faire à vue. Voilà. On trie plusieurs fois et là il s'agit en l'occurrence d'un deuxième tri, d'un sédiment que j'avais déjà trié il y a plusieurs années, que j'avais mis de côté pour quelqu'un malheureusement qui viendra certainement pas le chercher, et donc j'ai décidé de le retrier une deuxième fois. Voilà. Donc on va voir ça en détail, on va voir si j'arrive à trouver des éléments intéressants. Bon, pour l'instant une otolite, des néritidés en couleur, enfin avec les motifs résiduels, quelques petits os de vertébrés et pas encore dents de mammifères. Ceci dit, là on est dans des fractions qui sont beaucoup trop élevées pour avoir des dents de mammifères, parce que généralement les dents de mammifères, quand elles font 5 mm à Pourcy, c'est bien le bout du monde, et on est souvent dans des tailles bien en deçà. Donc il faut savoir que les mammifères sont plutôt de taille réduite. Donc là on va peu de chances de en trouver dans ces fractions-là, mais j'ai des fractions qui sont bien plus petites, qui sont calibrées pour, et là on en trouve encore. Et ce sont des fractions que je n'ai jamais triées. Donc voilà, reste à le faire. Il m'en reste environ 200 kg. Bon, à plus tard. Une petite nérite avec les motifs résiduels. Alors ça c'est très joli. Je vais bien la prendre. Je sais pas. Voilà. Hop. Alors là on reprend Pourcy, mais ce coup-ci j'ai une maille différente, un calibrage différent. Avant on était sur plutôt du 5 mm, du 4 à 5 mm, et là il se trouve qu'on va être sur du 3 mm à peu près, 2 à 3 mm. Donc forcément tout ce qu'on voit est plus petit, c'est un peu logique, mais aussi plus difficile à trouver. Donc là je mets juste le téléphone comme cela. Par contre idéalement il faut utiliser une loupe. Alors soit une loupe binoculaire, mais trier toutes les fractions, ça va être compliqué. Par contre, on a une loupe intermédiaire, qui est une loupe compte-fil ou pour la philatélie, et qui permet de mieux distinguer les fossiles de taille intermédiaire. Donc voilà. On va essayer un petit peu. Je sais pas dit si ça va bien tenir comme ça. Il est forcément plus difficile de trouver des restes de manière aisée. Non. Bon, là, en l'occurrence, on cherche du vertébré, donc c'est plutôt encore distinguable avec une bonne lumière. Par contre, pour tout ce qui est micro-gastéropodes, il est préférable d'utiliser une binoculaire. On va bien sûr trouver des petites néritidées, là, notamment. Là, il y en a une. Bon, elle n'est pas très grosse, ça fait 3-4 mm à tout casser. Il y a énormément de petits bivalves. Alors ça, il y en a pléthore dans toutes les catégories de taille de sédiments. Et peut-être aussi des otolithes ou des dents. On va voir ça. Pour l'instant, je ne vois rien de probant. On reprend plus tard.
Alors, on revient sur Pourcy. Là, tout à l'heure, je vous ai montré des calibrages à l'ordre de 3-4 mm, enfin 2-3 mm plutôt. Et j'ai mis à côté, dans la même configuration, une fraction que j'ai plus l'habitude de trier sans loupe binoculaire. Ça permet de comparer aisément qu'on a à côté, à gauche par exemple ici, des petits sédiments qui sont quand même pas très gros, de l'ordre de 2 à 3 mm. Et à droite, là, on a des sédiments qui sont, enfin des restes de tamis qui sont de l'ordre de 5 à 6 mm. Donc c'est nettement plus visible à une nue. Donc sans outils de binoculaire, sans loupe, sans choses comme ça. Donc là, par exemple, une petit gastéropode. Il est un petit peu cassé, on va le prendre quand même. Un petit bivalve type Telinocélas, pas très fréquent. Bon, il y en a, mais c'est pas le plus fréquent. Et puis, toujours à la recherche de vertébrés, de dents, d'os, d'otolithes, de vertèbres, et si possible de dents de mammifères, c'est ce qui m'intéresse le plus sur Pourcy. Alors, toujours sur Pourcy, j'ai oublié peut-être de préciser un petit peu le contexte des découvertes. À Pourcy, il y a un gisement qui est protégé depuis 1981. Il ne s'agit absolument pas de cet emplacement-là. De toute façon, il est absolument impraticable. Entre-temps, il y a des ronces qui ont poussé, des arbustes piquants. Ça forme un véritable roncier. C'est absolument inaccessible, je précise. Je pense qu'il faudrait un moyen mécanique pour pouvoir rentrer dedans. C'est une non-gestion du site qui est soi-disant protégé. Protégé pourquoi et par qui, on se demande. En tout cas, les ronces, ils prolifèrent. Ça, il n'y a aucun problème. Et c'est absolument pas là-dedans que j'ai pu fouiller. Ce qui est dommage, parce que d'après les personnes que j'ai pu interroger sur les anciennes fouilles qui avaient été faites au moment avant même que la carrière soit protégée, et ils disaient tous qu'il y avait plus de vertébrés que dans les autres niveaux. Donc là voilà, moi j'en suis réduit à trier un niveau qui est très proche, mais qui n'est pas celle de la sablière dite du tourniquet. Pourquoi dite du tourniquet? Tout simplement parce que devant, à l'entrée, ils avaient mis un espèce de tourniquet pour essayer de filtrer les entrées. À mon avis, ils avaient été un petit peu trop larges en prévoyant ça, parce que je vois pas où a été l'affluence sur ce site. Enfin, quoi qu'il en soit, le site en 2004 était déjà très fortement encombré. Moi, j'ai connu l'autre gisement entre 2006 et 2012, 2013. Et heureusement, nous n'avions pas affaire à ce type de roncier inabordable. Impossible à pénétrer. Et je précise que nous avions une autorisation du propriétaire pour y creuser, et nous rebouchions systématiquement tous les trous. Moi, de mon côté, il est absolument hors de question que lorsque j'ouvre un trou, il ne soit pas rebouché en fin de journée. J'ai toujours procédé ainsi, et je procéderai toujours ainsi. Voilà, c'est pour faire court à certaines critiques qu'on peut entendre vis-à-vis des amateurs. Je veux bien entendre que certains ne rebouchent pas, voilà, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je rebouche systématiquement. Cela m'a été des fois reproché par d'autres fouilleurs qui me demandaient pourquoi je creusais et que je rebouchais. Et je leur ai dit, 1, c'est le respect du lieu. 2, c'est la sécurité du lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls à éventuellement évoluer dans ces lieux-là, que ce soit des champs, des bois, des domaines privés. Donc il est toujours impératif de reboucher, de remettre à niveau le plus possible le trou. Voilà, le trou qu'on a fait, qu'on a pratiqué avec l'autorisation du propriétaire. Le minimum, c'est de lui remettre son terrain en état. Ça, c'est, pour moi, c'est le minimum prérequis. Voilà. Je conçois même pas que ça ne soit pas fait. Maintenant, il est de coutume de constater que des fois, effectivement, de grands trous subsistent, parce que déjà à ouvrir, ça peut être très dur, très long, et derrière, il subsiste des trous de grande envergure, de grande ampleur, et qui deviennent potentiellement dangereux. Donc moi, c'est un comportement que je bannis totalement de mes pratiques. Et lorsque je vais avec quelqu'un qui m'accompagne, je veille à ce que ça soit fait de manière systématique.
De même, on n'abandonne pas d'ordures sur place. Je veux dire, on a eu le courage d'amener ce qu'on avait dans le sacoche pour le déjeuner, eh bien, on ramène. Et si malheureusement, des fois, je le constate, il y a des déchets dans la nature, même s'ils ne sont pas de mon fait, moi, je m'emploie à toujours les ramasser pour laisser le lieu aussi propre que possible et ne pas être confondu avec des gens qui seraient amenés à venir polluer le lieu de déchets divers et variés, souvent des contenants plastiques, des déchets non biodégradables, et donc par conséquent d'avoir une mauvaise image des fouilleurs. Alors, ce ne sont pas toujours des gens qui viennent pour fouiller, hein. Il y a des gens qui viennent se promener dans le but uniquement de faire du vélo ou des promenades. Quoi qu'il en soit, ils laissent leurs déchets derrière eux et c'est absolument regrettable. Donc moi, j'ai toujours des sacs poubelles dans mon coffre ou des sacs de ramassage pour les sédiments. Et quand je le peux, quand c'est pas trop dangereux ou pas trop dégueulasse, eh ben je ramasse systématiquement tout et je les ramène chez moi et je les trie avant de les jeter. Voilà, c'est un principe fondamental qui fait que je me sens responsable des fouilles. Je n'ai pas envie d'être associé à des gens qui dégradent les lieux et qui font des trous partout. Voilà. Bon, j'espère que d'autres ont une pratique similaire, parce que si on va dans la nature, c'est avant tout aussi pour en profiter. Hein, c'est pas juste pour faire des trous. Il est important d'être dans le milieu naturel et de profiter de ce milieu naturel, de pas trop le dégrader, de pas trop laisser son empreinte. Déjà qu'on fait des trous, il y a forcément des conséquences par la suite, hein, parce que bon, un trou, une terre qui a été bougée, on a forcément déraciné des végétaux, donc on essaye de les remettre le plus possible. Hein. Mais bon, il peut arriver qu'on dégrade quand même une toute petite partie du site et il faut essayer de les minimiser au possible. Voilà. Alors là, en faisant du tri, toujours sur Pourcy, je viens de trouver ce qui m'intéressait initialement, c'est-à-dire des restes de vertébrés. Et là, c'est pas une vertèbre ou un os en soi, c'est une pierre d'oreille, ce qu'on appelle une otolite. Donc à Pourcy, elles sont relativement rares. Hein. Il y en a très peu, hein, pour comparer sur sur environ 3 tonnes de sédiments que j'ai dû trier. Si j'en ai trouvé une quarantaine d'exemplaires, c'est bien le bout du monde. Elles sont souvent usées. Et là, heureusement, j'ai un spécimen qui est relativement propre. C'est plutôt assez étonnant et de grande taille. Donc je vais le prélever et le mettre dans une boîte pour le conserver. Voilà. Une fois que je vous montrerai après en vidéo d'autres exemples d'autolites que j'ai déjà récupérés sur ce gisement. J'ai fait une petite planche, mais la faune reste relativement restreinte. Hein, parce que sur l'ensemble du matériel étudié, une quarantaine de spécimens, c'est très peu. Hein, pour comparer, dans certains gisements du Lutècien inférieur, on peut avoir des centaines de milliers d'autolites, hein, pour des volumes comparables. Donc là, on est très très loin de ça. C'est ce qui en fait aussi un peu l'intérêt. Voilà, on ira voir ça après. On va toujours en cherchant les vertébrés. Là, je viens de trouver une petite néritidée qui est très jolie, qui est avec des motifs résiduels. Donc dans la grosse fraction. Et je pense que vous allez pouvoir la voir. Bon, elle est relativement grosse, mais c'est pas un monstre. Hein. Ça fait à peine 10 mm. À peine 1 centimètre. Voilà, donc, mais par contre, les motifs résiduels sont bien présents. Et là, on a vraiment quelque chose de superbement préservé, qu'on ne rencontre pas beaucoup dans les Hauts-de-Seine du bassin parisien. Il y a quelques sites où il y a eu des récoltes similaires, mais là, Pourcy, ça fait vraiment exception. On a des superbes motifs, et on peut identifier ces coquilles. Il y a en tout, je le rappelle, 9 espèces minimum de nérites à Pourcy, ce qui est relativement considérable. Parce que de mémoire, même sur Cuise-la-Motte, qui a été étudié pour cela, ils en étaient loin du compte. Donc, voilà. Voilà un petit aparté encore pour les nérites. Alors, là on a affaire à quelques petites néritidées qui ont des motifs résiduels. On est toujours sur l'Yprésien de Pourcy.
Et là, voilà ce que j'ai déjà trié et mis de côté. On peut voir qu'ils ont des superbes patterns. Voilà. C'est pas très gros, c'est environ 7-8 mm. Mais la qualité est là. Franchement, c'est absolument sublime. C'est des coquilles qui ont quand même plus de 55 millions d'années. Donc là, il y a vraiment un motif résiduel qui est magnifique. Voilà, encore une autre. Là. Alors, il y a plusieurs espèces. On a à peu près, à Pourcy, il y a 9 espèces de Néritidés et seules quelques-unes ont un motif résiduel, un pattern, ce qu'on appelle en anglais, absolument magnifique, comme on peut le voir là. Voilà, j'espère que ça sera assez parlant sur la vidéo, pas toujours évident. Moi, quand je les trie à vue, sans loupe binoculaire, parce que ce sont des éléments suffisamment gros pour être vus sans loupe, on les distingue facilement parce que elles sont absolument magnifiques. Vous voyez comme on peut voir là, par exemple celle-ci là. Voilà. C'est difficile de faire une mise au point correcte, mais voilà, regardez tous les petits détails sont absolument fantastiques. Voilà. Alors, je voulais revenir sur la fréquence des restes de vertébrés à Pourcy. Sur le gisement que j'ai fouillé là pendant donc 6-7 ans, il reste extrêmement rare. Hein. Il ne faut pas venir dans le but de trouver 20 dents de tamis 20 dents de requin par tamis, hein, comme dans certains sites du Lutétien inférieur. On n'est pas du tout dans cette échelle-là. Hein. Pareil pour les otolithes, je vous en avais déjà parlé. C'est quelque chose de très rare. Donc les rares vertébrés qui sont présents, ce sont essentiellement des poissons, soit osseux, comme les lépisostés, les amias, les choses comme ça, quelques labridés, enfin des formes de labridés. Et après, on va avoir des requins et des raies. Alors ça, c'est vraiment plus de 50% de ce qu'on récolte. Parmi ces 50%, il y a de temps en temps, on va dire une pour 10, une pour 10 dents de requin. Et quand on trouve une dent de requin, on a généralement trouvé 10 dents de raie à côté. Et quand on trouve une dent de raie, c'est, on va dire, une par tamis si on a de la chance. Donc ça donne un peu déjà la fréquence, la rareté de la chose. Eh bien, on a de la chance, hein, parce que la plupart des dents de requin sont de petite taille à Pourcy. Elles sont de l'ordre de, pour les plus petites, de 3 mm. Aux plus grosses, c'est à peine 30 mm. Hein, et encore, elles sont cassées. Alors, il ne faut pas compter sur des grosses dents. Et puis, à côté de ça, on cherche, enfin, moi, je recherche essentiellement les dents de mammifères. Hein, mais je m'intéresse à tout, hein, donc c'est pour ça que je prends tout systématiquement. Mais les dents de mammifères, elles sont de l'ordre d'une pour presque une tonne de sédiments triés. J'exagère à peine. Je veux dire, elles sont vraiment rares, très très rares. Donc après, on va avoir des dents de plus petite taille, mais on va dire que les grosses dents dans ces niveaux-là sont très rares. On va dire une dent de Plesiadapis qui fait on va dire 5-6 mm, c'est déjà une grosse dent. On va en trouver une peut-être par journée de fouille. Et encore, il faudra remuer un volume de sédiments qui est considérable. Donc voilà, ça reste très rare. Hein. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. Pareil, les dents de crocodile qui peuvent être fréquentes dans beaucoup de gisements du Cusien, Cusien fluviatile de la région d'Épernay, ou des fois dans certains gisements on peut en trouver 20-30 par jour. Là, si on en trouve une ou deux, on est très content. Hein. C'est vraiment très rare. Les dents, les os, les écailles sont rarissimes. Personnellement, j'ai dû en trouver une dizaine de dents de crocodile et 2 ou 3 ostéodermes et une petite vertèbre. Donc voilà, ça donne une représentation de la rareté de ces restes, et donc il faut faire du volume. Si on ne fait pas du volume sédimentaire, si on ne tamise pas énormément, qu'on ne ramène pas beaucoup de sédiments à la maison
qu'on les trie le plus rigoureusement possible, il est quasi impossible de trouver une faune complète. D'ailleurs, c'était Monsieur Louis en 1962 qui avait publié une première étude là-dessus, une première mention. Ils en étaient à 50 dents et ils avaient déjà hérité de collections bien antérieures. Donc ça prouve encore une fois la rareté de ces restes. Donc là, pour l'instant, j'ai trouvé en tout à peu près 130 dents de mammifères, alors qui sont pas toutes complètes, beaucoup n'ont pas de racines. Beaucoup ne sont pas représentatives, on va pas pouvoir forcément les identifier parce que ce sont des positions qui sont mal interprétables, comme les canines, les incisives ou certaines prémolaires qui sont pas parlantes. Donc il faut vraiment avoir de la chance pour trouver une molaire qui soit parlante, qui soit identifiable et qui soit en bon état pour permettre ces éléments-là. Voilà. Mais à côté de ça, quand on trouve de bons éléments, ça vaut la peine. Parce que Pourcy est un niveau qui est relativement ancien, qui est daté donc de l'Éocène inférieur, c'est-à-dire à la toute fin du Tanécien. Et là, on va avoir des faunes de mammifères qui sont relativement anciennes et qui sont replacées dans une zone qu'on appelle mammalogique la MP7, mammifère paléogène numéro 7. Et c'est une des premières représentations qu'on ait de ces faunes-là dans le bassin parisien. La plupart des autres gisements sont connus en Belgique. Donc voilà. Donc ça, Pourcy reste un intérêt majeur pour les faunes de mammifères, à condition, bien sûr, de trouver des éléments propres, concrets, étudiables, et ensuite de trouver quelqu'un qui permettra de les étudier. Parce que même si moi, je peux dire on a affaire à un tel type de molaire ou de prémolaire, ça reste isolé. Donc il faut absolument que quelqu'un ait un œil plus global là-dessus, qui regarde ça dans une totalité de faune qui est déjà connue. Voilà, une dent isolée n'a pas un grand intérêt, sauf si c'est une nouvelle espèce, ça peut arriver. Hein. Il y a quelques années, il y a des Hollandais, je crois, qui ont découvert une nouvelle espèce de chauve-souris, de chiroptère, à Pourcy, justement, dans le niveau MP7, et qui a été publié. J'essaierai de retrouver la publication en question pour la mettre dans les liens, mais elle reste rarissime. Hein. C'est des années de fouilles, peut-être pour pas grand-chose. Voilà, donc voilà, il faut absolument voir ça, c'est absolument pas fréquent. Allez, on en reparlera plus tard, à bientôt.